Il existe des films qui se contentent de raconter une histoire d'amour. Ils suivent une trajectoire simple, une rencontre, une série d'obstacles, puis la réconciliation finale de deux destins qui finissent par se rejoindre. Ces récits obéissent à une logique rassurante. L'amour, malgré les difficultés, triomphe toujours des circonstances. Mais certains films, plus rares, choisissent d'interroger une question beaucoup plus troublante. Que se passe-t-il lorsque l'amour n'est pas l'aboutissement de deux trajectoires, mais leur point de divergence? Que devient une relation lorsque deux existences sont animées par des aspirations profondes qui, à mesure qu'elles se réalisent, cessent d'être compatibles? C'est précisément cette question que La La Land, réalisé par Damien Chazelle en 2016, choisit d'explorer avec une délicatesse et une mélancolie singulières. À première vue, pourtant, le film semble s'inscrire dans la tradition la plus lumineuse du cinéma musical. Les premières images installent immédiatement une atmosphère de légèreté et de mouvement. La caméra s'élève au-dessus d'un gigantesque embouteillage sur une autoroute de Los Angeles. Les voitures sont immobiles sous le soleil écrasant. La circulation est paralysée. Et soudain, presque miraculeusement, les conducteurs sortent de leur véhicule pour se mettre à chanter et à danser. La scène est flamboyante. Les corps se déplacent sur les toits des voitures, la musique envahit l'espace. Et l'embouteillage devient une chorégraphie collective. Cette ouverture constitue un hommage évident aux grandes comédies musicales hollywoodiennes du milieu du XXe siècle, où la musique permettait au réel de se transformer en spectacle. Mais cette scène inaugurale possède déjà une ambiguïté profonde. Les personnages chantent leurs rêves, leur désir de réussite, leur espoir de devenir quelqu'un dans une ville qui promet tout. Pourtant, ils sont immobilisés. Le mouvement chorégraphique naît paradoxalement d'une situation de blocage. Cette image initiale agit alors comme une métaphore de la condition des personnages qui habitent Los Angeles. Une multitude d'individus porteurs de rêves singuliers, rassemblés dans un même espace où chacun poursuit sa trajectoire personnelle, sans savoir si celle-ci trouvera un jour sa réalisation. Le film annonce ainsi dès son ouverture que derrière l'état de la comédie musicale se dissimule une réflexion sur la fragilité du rêve et sur la difficulté de lui donner une forme réelle. C'est dans ce passage, à la fois euphorique et incertain, que vivent Mia et Sébastien, les deux figures centrales du récit. Mia est une jeune femme qui nourrit l'espoir de devenir actrice. Elle travaille dans un café situé sur le terrain même des studios de cinéma, un lieu symbolique où se croisent quotidiennement les figures mythiques de l'industrie hollywoodienne. Pourtant, malgré cette proximité géographique avec le monde auquel elle aspire, elle en demeure exclue. Ses journées sont rythmées par les auditions. Elle récite des textes devant des directeurs de casting distraits, souvent indifférents, parfois absents mentalement. Les refus s'accumulent, et chaque échec vient fragiliser un peu plus l'image qu'elle se fait d'elle-même. L'existence de Mia se situe dans cet entre-deux caractéristique de nombreux artistes débutants. Elle vit déjà dans le monde auquel elle appartient par désir, mais pas encore dans celui auquel elle appartient par reconnaissance. Sébastien, de son côté, poursuit une quête d'une nature différente, mais animée par une intensité comparable. Pianiste passionné, il voue au jazz une forme de fidélité presque obstinée. Pour lui, cette musique n'est pas simplement un style musical parmi d'autres. Elle représente une tradition artistique qui porte une certaine idée de la liberté et de l'improvisation. Sébastien se voit comme le gardien d'un héritage. Dans un monde où les formes culturelles se transforment rapidement sous l'effet de l'industrie du divertissement, il refuse de considérer le jazz comme un objet du passé. Son rêve est d'ouvrir un club où cette musique pourrait être jouée dans sa forme authentique, sans compromis. Cependant, cette fidélité artistique le place dans une position précaire. Sébastien accepte des emplois alimentaires dans lesquels on lui demande de jouer une musique qui ne l'intéresse pas. Lorsqu'il improvise quelques notes de jazz dans un restaurant où l'on attend de lui qu'il interprète des standards de Noël, il est immédiatement licencié. Cette scène révèle un trait essentiel du personnage. Sébastien ne parvient pas à concevoir l'art comme un simple moyen de subsistance. Pour lui,
La musique possède une valeur presque morale. Elle engage une certaine idée de la vérité artistique. Ainsi, avant même leur rencontre, Mia et Sébastien partagent déjà une caractéristique fondamentale. Ils vivent tous deux dans la fidélité à une vocation qui n'a pas encore trouvé sa place dans le monde réel. Ils sont porteurs d'un désir qui excède les possibilités immédiates de leur existence. Leur vie quotidienne est traversée par une tension constante entre l'idéal qu'ils poursuivent et les concessions que la réalité leur impose. C'est dans ce contexte que leurs trajectoires vont se croiser. Le film met en scène plusieurs rencontres fortuites entre les deux personnages, comme si leur vie se frôlait avant de s'accorder véritablement. La première interaction est presque agressive. Sébastien klaxonne Mia dans l'embouteillage de l'ouverture. Plus tard, ils se croisent à nouveau dans un restaurant où Sébastien joue du piano. Mia est attirée par la musique improvisée qu'il fait résonner dans la salle. Mais cette improvisation lui vaut d'être immédiatement renvoyée par son employeur. Ces moments de rencontre sont marqués par une certaine dissonance, comme si les deux personnages n'étaient pas encore prêts à reconnaître ce qu'ils pourraient représenter l'un pour l'autre. Lorsque leur relation commence enfin à se développer, quelque chose de particulier se produit. Leur amour ne naît pas simplement d'une attirance romantique, il s'enracine dans une reconnaissance plus profonde. Mia voit chez Sébastien quelqu'un qui refuse de renoncer à une certaine idée de la beauté. Sébastien perçoit chez Mia une détermination fragile mais authentique, une volonté de persévérer malgré les humiliations répétées des auditions. Et ils deviennent ainsi les témoins du rêve de l'autre. Chacun reconnaît dans l'autre la même obstination, la même vulnérabilité, la même foi dans une possibilité encore invisible. Cette reconnaissance mutuelle constitue le fondement de leur relation. L'amour qui naît entre eux apparaît d'abord comme un espace d'encouragement réciproque. Sébastien pousse Mia à écrire sa propre pièce de théâtre, convaincu que sa véritable voix artistique ne pourra émerger que si elle cesse d'attendre l'approbation des autres. Mia, de son côté, encourage Sébastien à croire en son projet de club de jazz, même si ce projet semble irréaliste dans le contexte économique qui les entoure. À ce stade du récit, La La Land semble proposer une vision profondément romantique de l'amour. Loin d'être un obstacle à la réalisation personnelle, la relation devient au contraire un catalyseur. Les personnages se soutiennent, se stimulent, se rappellent mutuellement ce qu'ils risqueraient d'oublier sous la pression du monde extérieur. L'amour apparaît alors comme un espace où les rêves individuels peuvent trouver une force nouvelle. Mais cette harmonie contient déjà une fragilité, car elle repose sur une hypothèse implicite, celle selon laquelle les trajectoires de Mia et Sébastien pourraient continuer à évoluer dans une direction compatible. Tant que leurs rêves avancent parallèlement, l'amour agit comme un moteur commun. Mais si ces rêves exigent des choix divergents, la relation pourrait se transformer en tension. C'est précisément cette possibilité que le film commence à suggérer progressivement. La La Land ne transforme pas immédiatement cette tension en conflit dramatique. Au contraire, il laisse planer une question silencieuse. Que se passe-t-il lorsque deux aspirations authentiques cessent d'être conciliables? L'amour peut-il survivre lorsque chacun doit choisir la forme de vie qui correspond le plus profondément à son désir? Cette interrogation donne au film sa tonalité singulière. Derrière les couleurs éclatantes et les numéros musicaux se dessine une réflexion beaucoup plus grave sur la nature de l'accomplissement personnel. Car devenir pleinement soi-même implique souvent de faire des choix irréversibles. Choisir une trajectoire signifie renoncer à d'autres possibilités. Ainsi, dès son introduction, La La Land ne raconte pas simplement la naissance d'une histoire d'amour. Le film prépare en réalité l'exploration d'un paradoxe plus profond, celui de la coexistence difficile entre l'amour et la vocation. Sébastien et Mia commencent par jouer une mélodie commune, portés par la conviction que leurs rêves peuvent s'accorder. Mais peu à peu,
leurs trajectoires vont révéler une dissonance. Et ce que le film nous invite à écouter, au fond, c'est la manière dont une harmonie peut progressivement se transformer en souvenir. Un souvenir lumineux, chargé de gratitude, mais traversé par la conscience mélancolique d'un moment qui ne pouvait durer qu'un temps. Pour comprendre la trajectoire de Mia et Sébastien, il faut d'abord s'arrêter sur l'espace dans lequel leur histoire prend forme. Los Angeles. La ville n'est pas simplement le décor du film, elle en constitue l'un des personnages essentiels. Damien Chazelle filme Los Angeles comme un territoire paradoxal, à la fois saturé de promesses et traversé par une forme d'indifférence structurelle. C'est une ville qui attire les rêves, mais qui ne garantit jamais leur réalisation. Dans l'imaginaire collectif, Los Angeles est souvent associé à la fabrique du rêve hollywoodien. Depuis le début du XXe siècle, elle représente un lieu où l'on peut devenir quelqu'un d'autre, où l'identité semble ouverte à toutes les métamorphoses possibles. Des générations d'artistes, d'acteurs, de musiciens ou de scénaristes y ont convergé avec l'espoir de transformer une vocation intime en destin public. Mais La La Land choisit de montrer l'envers discret de cette promesse. La ville est peuplée d'individus qui aspirent tous à une forme de reconnaissance. Et cette concentration de désirs crée un environnement où chaque rêve se heurte à la présence de milliers d'autres rêves similaires. Le film traduit cette réalité à travers une série de scènes quotidiennes qui décrivent la routine de l'aspiration artistique. Mia traverse les studios, observe les affiches des grandes actrices du passé, sert des cafés à des célébrités qu'elle admire. Cette proximité constante avec l'industrie du cinéma produit une forme d'étrangeté. Elle vit littéralement à l'intérieur du système qui pourrait la révéler, mais en demeure invisible. Les auditions auxquelles elle participe révèlent cette mécanique impersonnelle. Les directeurs de casting sont distraits, interrompent parfois les performances pour répondre à un appel téléphonique ou demandent simplement aux candidats de recommencer la même scène sans véritable échange. L'actrice en devenir doit alors affronter une expérience répétée de mise à l'épreuve. Elle doit croire en son talent sans recevoir de validation extérieure. Ces scènes décrivent une dimension essentielle de la condition artistique contemporaine. L'écart entre la conviction intime et la reconnaissance sociale. Pour Mia, continuer à se présenter aux éditions exige une persévérance qui dépasse la simple ambition professionnelle. Il s'agit presque d'un acte de foi. Elle doit maintenir vivante une image d'elle-même que le monde semble constamment remettre en question. Sébastien évolue dans une configuration différente, mais tout aussi fragile. Son rapport à la musique révèle une tension entre fidélité artistique et adaptation au contexte économique. Lorsqu'il joue du piano dans les bars ou les restaurants, il se voit contraint d'interpréter une musique décorative, destinée à accompagner les conversations des clients plutôt qu'à être véritablement écoutée. Cette situation produit chez lui une frustration profonde. Pour Sébastien, le jazz possède une dimension presque existentielle. Il admire les grandes figures de cette tradition comme Monk ou Charlie Parker, et considère que cette musique incarne une forme de liberté créatrice. Or, dans le monde qu'il habite, cette tradition semble progressivement reléguée au statut d'objet nostalgique. Le rêve de Sébastien d'ouvrir un club de jazz ne représente donc pas seulement un projet professionnel. Il correspond à une tentative de préserver un espace où cette musique pourrait continuer à exister comme expérience vivante. Ce projet donne une direction à son existence, mais il l'expose aussi à une précarité constante. Sans capital, sans réseau solide, il ne dispose que de sa conviction personnelle pour soutenir ce rêve. La ville de Los Angeles apparaît ainsi comme un territoire de tension permanente entre aspiration et réalité. Chaque personnage y poursuit un idéal qui semble toujours légèrement hors de portée. Ce décalage produit une atmosphère particulière, une coexistence de beauté et de fatigue, d'enthousiasme et de désillusion. Damien Chazelle filme souvent la ville à travers des paysages qui traduisent cette ambiguïté. Les collines, les autoroutes, les couchers de soleil offrent des images d'une grande splendeur visuelle, mais ces paysages sont traversés par des flux de circulation incessants,
par des déplacements anonymes qui suggèrent la solitude des individus au sein de cette métropole gigantesque. C'est dans ce contexte que la rencontre entre Mia et Sébastien prend une signification particulière. Leur relation ne naît pas simplement d'une attraction personnelle. Elle apparaît aussi comme la reconnaissance mutuelle de deux existences confrontées aux mêmes incertitudes. Chacun voit chez l'autre la persistance d'un désir que le monde extérieur ne valide pas encore. Cette reconnaissance produit un effet presque libérateur. Pour la première fois, leur rêve cesse d'être entièrement solitaire. Le film met en scène cette dynamique à travers plusieurs moments où les personnages partagent leurs visions respectives de l'avenir. Sébastien parle longuement de l'histoire du jazz, de l'énergie qui animait les clubs où cette musique se développait autrefois, de la nécessité de préserver cette tradition vivante. Mia évoque son enfance, les pièces de théâtre auxquelles elle assistait avec sa tante, et le sentiment d'émerveillement qui l'a conduite vers le désir de devenir actrice. Ces échanges ne sont pas de simples confidences romantiques, ils constituent une forme de reconnaissance existentielle. Chacun découvre chez l'autre une passion qui donne sens à sa vie. Ainsi, dans la première partie du film, l'amour apparaît comme un espace où les aspirations individuelles peuvent être affirmées sans crainte. Mia encourage Sébastien à croire en son projet de club. Sébastien pousse Mia à écrire sa propre pièce de théâtre, convaincu que son authenticité artistique ne pourra émerger qu'à travers une création personnelle. Leur relation fonctionne alors comme un lieu d'intensification du désir. Chacun rappelle à l'autre ce qu'il risquerait d'oublier sous la pression du doute. Cependant, cette dynamique contient déjà une tension latente. En soutenant le rêve de l'autre, chacun contribue paradoxalement à renforcer une trajectoire qui pourrait un jour l'éloigner de la relation. Le film ne souligne pas immédiatement cette contradiction. Au contraire, il laisse les personnages évoluer dans une période d'harmonie apparente, où leurs aspirations semblent converger. Cette phase correspond à ce que l'on pourrait appeler l'utopie du rêve partagé. Pendant un temps, Mia et Sébastien ont l'impression que leurs désirs individuels peuvent s'accorder dans une même direction. L'amour agit comme un espace de synchronisation où les projets personnels se renforcent mutuellement. Mais cette synchronisation repose sur une condition fragile. La temporalité des deux trajectoires doit rester alignée. Or, dans un univers comme celui de Los Angeles, où chaque opportunité peut bouleverser une existence du jour au lendemain, cet alignement est toujours provisoire. La ville fonctionne comme une machine à redistribuer les possibles. Une audition réussie, une proposition inattendue, un succès artistique peuvent soudain modifier la direction d'une vie. La question qui commence alors à émerger silencieusement est la suivante. Que se passera-t-il lorsque les rêves de Mia et Sébastien cesseront de se développer au même rythme? Lorsque leurs aspirations exigeront des choix qui ne pourront plus être partagés? Le film ne répond pas encore à cette interrogation, mais il prépare progressivement le terrain sur lequel elle pourra se déployer. Car dans un monde où chacun doit inventer sa propre trajectoire, l'amour ne peut pas suspendre indéfiniment les décisions individuelles. Ainsi, Los Angeles apparaît non seulement comme le lieu où les rêves prennent naissance, mais aussi comme celui où ils commencent à se différencier. La ville rassemble les désirs, puis les disperse. Elle offre aux individus la possibilité de devenir eux-mêmes. Mais ce processus de transformation implique souvent des bifurcations imprévisibles. Dans cette première phase du récit, Mia et Sébastien marchent encore dans la même direction. Ils partagent le même horizon, la même conviction que leurs rêves peuvent coexister. Mais cette harmonie repose sur un équilibre fragile. Et ce que le film va progressivement révéler, c'est la manière dont cet équilibre peut se transformer lorsque la réalité commence à exiger des choix plus précis. La mélodie commune qui unit les deux personnages est encore intacte. Pourtant, au cœur même de cette harmonie, les premières notes d'une dissonance future commencent déjà à se faire entendre. Si la première phase du film installe le cadre dans lequel évoluent Mia et Sébastien,
La seconde explore un moment beaucoup plus fragile et presque utopique, celui où l'amour semble transformer les trajectoires individuelles en un mouvement commun. Pendant un temps, leur relation ne constitue pas un obstacle à leurs aspirations respectives. Elle agit au contraire comme un catalyseur. Loin de détourner les personnages de leurs rêves, l'amour semble leur offrir l'énergie nécessaire pour les poursuivre avec une intensité renouvelée. Cette dynamique apparaît dès les premières promenades qu'ils partagent à travers la ville. Une scène emblématique se déroule sur les collines de Los Angeles, au moment du crépuscule. Mia et Sébastien discutent de leurs ambitions, mais leur échange se transforme progressivement en un numéro musical, A Lovely Night, dans lequel ils expriment à la fois leur attraction mutuelle et leur hésitation à reconnaître cette attraction. La scène est chorégraphiée avec légèreté, presque avec ironie. Les deux personnages prétendent ne pas être impressionnés l'un par l'autre, tout en révélant à travers leurs gestes et leurs mouvements une complicité grandissante. Mais au-delà de la dimension romantique, cette scène révèle déjà un aspect essentiel de leur relation. Ils se stimulent intellectuellement et artistiquement. Le dialogue qu'ils entretiennent n'est pas simplement affectif, il porte sur la nature même de leurs aspirations. Sébastien défend avec passion l'histoire du jazz et sa capacité à incarner une forme de liberté musicale. Mia, de son côté, évoque son désir de raconter des histoires à travers le cinéma. Leur conversation devient ainsi un espace où chacun clarifie pour lui-même ce qui donne sens à sa vocation. Cette reconnaissance mutuelle produit un effet singulier. Les rêves, qui jusqu'ici étaient portés dans une relative solitude, trouvent soudain un interlocuteur. Le désir artistique cesse d'être uniquement intérieur. Il devient partagé, reconnu, encouragé. L'amour agit alors comme un miroir bienveillant, dans lequel chacun peut apercevoir une version plus affirmée de lui-même. Cette fonction de soutien apparaît particulièrement dans la manière dont Sébastien pousse Mia à transformer son rapport à la création. Jusqu'à leur rencontre, Mia attendait que l'industrie du cinéma lui offre une place. Elle participait à des auditions, espérant qu'un rôle lui permettrait enfin de prouver son talent. Sébastien l'amène progressivement à envisager une autre voie, celle de la création autonome. Il l'encourage à écrire sa propre pièce de théâtre, à produire elle-même l'espace dans lequel son talent pourra se manifester. Cette suggestion représente un tournant important dans l'évolution du personnage. Elle implique un déplacement du désir. Au lieu d'attendre la validation du monde extérieur, Mia doit prendre l'initiative de créer les conditions de sa propre connaissance. De manière symétrique, Mia joue un rôle comparable dans la trajectoire de Sébastien. Elle devient la première personne à croire véritablement en son projet de club de jazz. Là où d'autres pourraient percevoir ce rêve comme une fantaisie irréaliste, elle reconnaît la sincérité et la profondeur de son attachement à cette musique. En valorisant cette vision, elle renforce chez Sébastien la conviction que son projet possède une légitimité artistique. Dans cette phase du récit, l'amour fonctionne donc comme une forme d'alliance créatrice. Les deux personnages ne se contentent pas de partager des moments d'intimité, ils participent activement à la construction du devenir de l'autre. Leur relation devient un espace où les aspirations individuelles peuvent s'exprimer avec plus de clarté. Le film traduit visuellement cette dynamique à travers plusieurs scènes qui suspendent momentanément la pesanteur du réel. L'une des plus marquantes se déroule dans l'Observatoire Griffith. Après avoir visionné un film dans un cinéma ancien, Mia et Sébastien se retrouvent dans cet espace dédié à l'exploration du cosmos. La scène bascule alors dans une séquence onirique où les deux personnages s'élèvent littéralement dans les airs, flottant dans une chorégraphie silencieuse, au milieu des étoiles. Ce moment possède une signification symbolique forte. La gravité terrestre disparaît, les corps se déplacent librement comme si les contraintes ordinaires du monde avaient momentanément cessé d'exister. L'amour semble ouvrir un espace où l'imagination peut suspendre les limites imposées par la réalité. Mais cette suspension possède une dimension fragile. Elle ne correspond pas à un état permanent. Elle représente plutôt une parenthèse
dans laquelle les personnages peuvent expérimenter la possibilité d'une harmonie parfaite entre leurs aspirations. Dans cet instant suspendu, leurs rêves ne sont plus en tension avec les contraintes du monde. Ils semblent appartenir à une même constellation. Cette illusion d'harmonie atteint son point culminant lorsque Mia commence à écrire sa pièce de théâtre. Le processus de création devient un moment de transformation personnelle. Elle cesse d'être uniquement une candidate aux auditions pour redevenir une artiste qui produit sa propre œuvre. Sébastien assiste à cette évolution avec une admiration sincère. Leur relation se nourrit de cette transformation mutuelle. Chacun voit chez l'autre l'émergence d'une identité artistique plus affirmée. Cependant, cette période d'équilibre contient déjà les germes d'une tension future. Car en encourageant l'autre à poursuivre son rêve avec plus de détermination, chacun contribue également à intensifier la trajectoire individuelle de l'autre. L'amour agit comme un amplificateur du désir, et cet amplificateur peut produire des effets ambivalents. Plus les aspirations de Mia et Sébastien deviennent précises et exigeantes, plus elles risquent de réclamer des choix qui ne pourront pas toujours être partagés. L'encouragement mutuel qui caractérise leur relation possède donc une dimension paradoxale. Il renforce l'individualité de chacun. Dans un premier temps, cette individualité renforcée ne menace pas l'équilibre du couple. Les deux trajectoires continuent de se développer dans une relative synchronie. Mais cette synchronie repose sur une condition implicite. Les opportunités qui se présentent à chacun doivent rester compatibles avec la vie qu'ils construisent ensemble. Or, dans l'univers artistique où ils évoluent, les trajectoires sont rarement linéaires. Une proposition inattendue, une réussite soudaine ou au contraire un échec brutal peuvent modifier radicalement les perspectives d'une existence. L'équilibre du rêve partagé dépend alors de facteurs qui échappent en grande partie au contrôle des personnages. Ainsi, dans cette seconde phase du film, La La Land explore une idée profondément séduisante. L'amour peut devenir un espace d'intensification du désir, un lieu où chacun trouve la force de poursuivre sa vocation avec plus de confiance. Mais cette intensification contient aussi une fragilité, car à mesure que les aspirations individuelles se précisent, elles risquent de réclamer une fidélité qui dépasse les compromis possibles. Pendant un moment, Mia et Sébastien croient que leurs rêves peuvent s'accorder comme deux voix dans une même harmonie. Ils imaginent un avenir où la réussite de l'un renforcera celle de l'autre, où leurs trajectoires continueront de se croiser sans jamais se contredire. Le film laisse cette possibilité exister, avec une douceur presque lumineuse, mais il prépare déjà le moment où cette harmonie sera mise à l'épreuve. Car si l'amour peut amplifier le désir, il ne peut pas toujours en contrôler les conséquences. Et c'est précisément lorsque les trajectoires commencent à se différencier que la question centrale du film prend toute son intensité. Que devient une relation lorsque l'accomplissement personnel exige des choix qui ne peuvent plus être partagés? La transformation progressive de la relation entre Mia et Sébastien ne résulte pas d'un événement brutal, ni d'une rupture spectaculaire. Elle s'installe au contraire à travers une série de décisions apparemment raisonnables, presque anodines, qui modifient lentement l'équilibre de leur existence commune. C'est là l'une des grandes subtilités du film. La séparation qui se prépare ne naît pas d'un manque d'amour, mais d'une divergence progressive dans la manière dont chacun doit répondre aux exigences de sa propre vocation. Le premier déplacement significatif apparaît lorsque Sébastien accepte de rejoindre le groupe dirigé par Keith, un ancien camarade devenu musicien reconnu. Ce choix constitue pour lui une opportunité professionnelle importante. Le groupe propose une version modernisée du jazz, mêlant improvisation et influence contemporaine. Cette orientation musicale suscite chez Sébastien une certaine ambivalence. D'un côté, il reconnaît l'énergie et l'innovation du projet, de l'autre, il perçoit ce style comme une déformation de la tradition qu'il admire. L'acceptation de cette proposition marque donc un compromis. Pour la première fois, Sébastien accepte de subordonner sa vision artistique à une logique de carrière. Il accepte les tournées, les répétitions, les concerts. La stabilité financière qu'offre cette collaboration
semble d'abord représenter un progrès évident. Elle lui permet de sortir de la précarité qui caractérisait jusque-là sa vie quotidienne. Mais ce progrès contient une transformation plus profonde. En entrant dans la dynamique du groupe, Sébastien modifie son rapport à la musique. Le jazz cesse d'être exclusivement un idéal artistique. Il devient aussi une activité professionnelle inscrite dans une industrie culturelle. Ce déplacement n'est pas explicitement dramatique, mais il introduit une tension intérieure. Sébastien commence à vivre dans une situation de décalage entre la fidélité à son rêve initial et les compromis nécessaires pour poursuivre une carrière. Cette évolution affecte également la relation avec Mia. Leur quotidien change progressivement. Les répétitions, les déplacements et les tournées occupent une part croissante du temps de Sébastien. Les moments qu'ils partageaient autrefois deviennent plus rares. Le film ne dramatise pas immédiatement cette transformation. Les personnages continuent à s'aimer, à se soutenir, à croire que leur trajectoire reste compatible. Pourtant, une distance commence à s'installer. Une scène particulière révèle cette tension. Le dîner que Mia et Sébastien partagent après plusieurs semaines de séparation. Au début de la scène, tout semble paisible. Mia prépare le repas, Sébastien raconte ses expériences de tournée et l'échange reste cordial. Mais peu à peu, la conversation révèle un malentendu plus profond. Mia demande à Sébastien s'il est réellement heureux dans cette nouvelle situation. Elle perçoit confusément que cette carrière, bien qu'elle lui apporte une reconnaissance et une sécurité matérielle, l'éloigne de la vision artistique qui l'animait autrefois. Sébastien, de son côté, interprète cette question comme une forme de reproche. Il rappelle que c'est précisément Mia qui l'avait encouragé à accepter une opportunité plus stable. La discussion révèle alors un paradoxe difficile à résoudre. En soutenant les ambitions de l'autre, chacun a contribué à transformer la trajectoire de l'autre. Mais lorsque ces transformations produisent des conséquences inattendues, il devient difficile d'en attribuer la responsabilité. Le soutien initial se transforme en source d'incompréhension. Ce moment constitue un point de bascule dans la relation, non pas parce qu'il introduit un conflit violent, mais parce qu'il fait apparaître la solitude fondamentale du choix individuel. Chacun doit désormais répondre à la question intime. Jusqu'où peut-on modifier ses aspirations pour préserver une relation ? Cette interrogation renvoie à une dimension profondément existentielle de l'expérience humaine. Les philosophes existentialistes comme Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir ont souvent souligné que la liberté individuelle implique une responsabilité radicale. Chaque individu doit choisir la forme de vie qui lui correspond, et ce choix ne peut être entièrement délégué à autrui. Même dans l'amour, la décision ultime appartient à la conscience individuelle. La relation entre Mia et Sébastien illustre précisément cette tension. Leur amour repose sur une reconnaissance mutuelle de leurs aspirations respectives. Mais cette reconnaissance ne peut pas remplacer le moment où chacun doit décider de la direction qu'il souhaite donner à sa propre existence. Cette solitude du choix apparaît également dans l'évolution de Mia. Encouragée par Sébastien, elle a consacré une grande énergie à l'écriture de sa pièce de théâtre. Le projet représente pour elle une tentative audacieuse. Au lieu d'attendre une opportunité offerte par l'industrie du cinéma, elle en crée elle-même l'espace dans lequel elle pourra exprimer son talent. Mais cette initiative implique une prise de risque considérable. Elle investit ses économies dans la production de la pièce, loue une salle, organise les répétitions. L'entreprise est à la fois artistique et financièrement fragile. Mia se trouve dans une situation où l'espoir et l'incertitude coexistent de manière intense. Dans ce contexte, l'absence progressive de Sébastien devient plus perceptible. Non pas parce qu'il cesse de l'aimer, mais parce que leur trajectoire exige désormais des engagements différents. Lui parcourt les États-Unis avec son groupe, elle prépare seule la représentation de sa pièce. Le film montre alors avec une grande délicatesse la manière dont deux existences peuvent commencer à diverger sans que les sentiments disparaissent. L'amour demeure présent, mais il ne suffit plus à synchroniser les trajectoires. Cette situation révèle une vérité souvent occultée par les récits romantiques. Aimer quelqu'un ne signifie pas nécessairement partager toutes les étapes de sa vie. L'amour peut exister même lorsque les chemins se séparent. La tension qui traverse cette partie du film
n'est donc pas celle d'un désamour progressif, elle correspond plutôt à l'émergence d'une incompatibilité entre deux formes de fidélité, la fidélité à la relation et la fidélité à la vocation personnelle. Sébastien commence à comprendre que la carrière qu'il poursuit ne correspond pas entièrement à la vision artistique qui l'avait conduit vers la musique. Mia découvre que la création artistique exige une persévérance qui ne peut pas être partagée entièrement avec quelqu'un d'autre. Ces découvertes ne conduisent pas immédiatement à une rupture. Elles introduisent plutôt un espace de réflexion silencieuse où chacun commence à mesurer la distance qui s'est progressivement installée. Dans cette phase du récit, la question qui se dessine devient plus précise. Est-il possible de poursuivre une vocation exigeante sans transformer profondément les relations qui structurent notre existence? La La Land ne propose pas de réponse simple à cette interrogation. Le film se contente de montrer que l'accomplissement personnel implique souvent des choix qui ne peuvent pas être négociés collectivement. À un certain moment, chacun doit décider de ce qu'il est prêt à sacrifier pour rester fidèle à ce qui donne sens à sa vie. C'est précisément cette décision qui se prépare silencieusement pour Mia et Sébastien. Leur amour n'a pas disparu, mais les chemins qu'ils doivent emprunter pour devenir eux-mêmes commencent à s'éloigner. Et ce mouvement, presque imperceptible au début, va bientôt transformer leur mélodie commune en deux trajectoires distinctes. À mesure que le film avance vers sa dernière partie, une transformation subtile mais irréversible s'opère dans la relation entre Mia et Sébastien. Les tensions qui se sont accumulées dans leurs trajectoires respectives ne se manifestent pas immédiatement par une rupture spectaculaire. Elles prennent plutôt la forme d'un épuisement progressif, d'une fatigue intérieure qui apparaît lorsque l'écart entre le rêve et la réalité devient trop difficile à soutenir. Cette fatigue atteint son point culminant avec la représentation de la pièce de théâtre que Mia a écrite et produite elle-même. Pour elle, cet événement représente bien plus qu'une simple tentative artistique. Il s'agit d'un moment décisif, presque existentiel. Toute son énergie, toute sa persévérance, toute la confiance qu'elle a pu reconstruire au fil des mois se concentrent dans cette soirée. La pièce constitue la preuve qu'elle a osé transformer son désir en création. Elle a cessé d'attendre une reconnaissance extérieure pour prendre le risque d'exister artistiquement par elle-même. Mais la soirée ne se déroule pas comme elle l'avait imaginé. La salle est presque vide. Quelques spectateurs seulement assistent à la représentation. L'attention est distraite, les réactions timides. Lorsque la pièce se termine, l'enthousiasme espéré ne se manifeste pas. L'échec est silencieux, presque cruel dans sa discrétion. Il n'y a pas de critique violente, pas de rejet explicite. Il y a simplement l'absence de reconnaissance. Pour Mia, cette expérience agit comme une révélation douloureuse. Après des années d'auditions infructueuses et de tentatives répétées pour trouver sa place dans l'industrie du cinéma, elle avait investi dans cette pièce l'espoir d'une confirmation. Elle pensait que la création personnelle pourrait enfin ouvrir un espace où son talent serait visible. Or, l'indifférence du public semble remettre en question cette conviction. Dans les jours qui suivent, Mia prend une décision radicale. Elle choisit de quitter Los Angeles et de retourner vivre chez ses parents. Ce retour ne correspond pas seulement à un changement géographique. Il marque une suspension du rêve qui l'avait guidée jusqu'à là. Face à l'accumulation des échecs, elle cesse momentanément de croire que sa vocation puisse trouver une place dans le monde réel. Ce moment constitue l'une des ruptures émotionnelles les plus profondes du film. Jusqu'ici, Mia avait toujours maintenu une persévérance presque héroïque face au refus. Mais l'échec de la pièce agit comme une limite. Il révèle que même la détermination la plus sincère peut atteindre un point de fatigue, où la continuité du rêve devient difficile à soutenir. Dans ce contexte, Sébastien se retrouve confronté à une situation paradoxale. Lui qui avait encouragé Mia à écrire cette pièce devient le témoin et peut-être même l'acteur de son découragement. Il comprend que l'échec de cette tentative ne représente pas simplement une déception artistique. Il menace l'identité même que Mia avait construite autour de son désir de devenir actrice. C'est alors qu'intervient un événement inattendu. Un directeur de casting,
qui avait assisté à la représentation de la pièce, souhaite rencontrer Mia pour lui proposer une audition particulière. Il ne s'agit pas d'un rôle ordinaire. Le casting concerne un film dont le personnage principal devra porter l'ensemble du récit. L'audition exige une performance très différente de celle auquel Mia est habituée. Il ne s'agit pas de réciter un texte préexistant, mais de raconter une histoire personnelle. Sébastien décide de conduire Mia à cette audition. Ce geste possède une signification symbolique importante. Alors que leur relation traverse une période d'incertitude, il choisit de soutenir une dernière fois la possibilité du rêve de Mia. Le trajet qu'ils effectuent, ensemble, vers le studio, apparaît presque comme une traversée silencieuse vers une décision décisive. Face au producteur et au directeur de casting, Mia est invitée à raconter l'histoire d'une femme qui poursuit obstinément son rêve, malgré les obstacles. Dans cette performance, Mia ne joue plus simplement un rôle. Elle évoque sa tante, une femme passionnée qui l'avait initiée au théâtre et qui croyait profondément à la valeur des rêves artistiques. À travers ce récit, Mia expose non seulement une histoire familiale, mais aussi la conviction intime qui l'a conduite à persévérer malgré les refus répétés. La chanson célèbre la figure de ceux que l'on pourrait appeler les rêveurs obstinés, des individus prêts à accepter le risque de l'échec pour rester fidèles à ce qui les anime. Elle affirme que la beauté de l'art réside précisément dans cette capacité à persister malgré l'incertitude. Cette audition transforme radicalement la trajectoire de Mia. Les producteurs reconnaissent dans cette performance une authenticité rare. Pour la première fois, son talent apparaît non pas comme une promesse fragile, mais comme une évidence. Mais ce moment de reconnaissance contient déjà une conséquence implicite. Le rôle proposé exige que Mia parte vivre à Paris pendant plusieurs mois. Cette nouvelle perspective ouvre enfin la possibilité d'une carrière, mais elle introduit également une distance irréversible dans sa relation avec Sébastien. La conversation qui suit entre les deux personnages révèle une lucidité nouvelle. Sébastien affirme que Mia doit accepter ce rôle, qu'elle ne peut pas renoncer à cette opportunité, mais en prononçant ces mots, il reconnaît implicitement que leurs trajectoires vont désormais diverger. Cette scène ne se déroule pas dans le registre du conflit ou de la tragédie. Au contraire, elle possède une tonalité calme, presque résignée. Les personnages comprennent que leurs rêves respectifs exigent des fidélités différentes. L'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre ne disparaît pas, mais il ne peut plus déterminer les choix qui doivent être faits. C'est à ce moment que La La Land révèle pleinement sa dimension tragique au sens philosophique du terme. Dans la tragédie classique, le conflit ne naît pas toujours de l'opposition entre le bien et le mal. Il peut surgir de la confrontation entre deux valeurs, également légitimes, mais incompatibles dans une situation donnée. La relation entre Mia et Sébastien correspond précisément à cette structure. Tous deux poursuivent un idéal authentique, tous deux possèdent des aspirations qui donnent sens à leur existence. Mais ces aspirations exigent désormais des trajectoires qui ne peuvent plus être partagées. Ainsi, la décision qui se prépare n'est pas l'abandon de l'amour. Elle correspond plutôt à la reconnaissance d'une réalité plus profonde. Devenir pleinement soi-même implique parfois de renoncer à certaines formes de coexistence. Dans cette dernière étape, avant la séparation, les personnages ne cessent pas de s'aimer, mais ils comprennent que l'amour ne peut pas suspendre indéfiniment les exigences de leur vocation. La mélodie qu'ils avaient commencée ensemble arrive alors à un point de bifurcation. Elle pourrait continuer sous une forme différente, mais cette transformation exigerait des renoncements qui risqueraient de trahir la réalité de chacun à son propre rêve. Et c'est précisément dans cette tension que le film prépare la scène finale, celle où le temps aura passé et où les deux trajectoires, désormais accomplies séparément, se croiseront une dernière fois. La dernière partie de La La Land se déroule plusieurs années après la séparation de Mia et Sébastien. Le film opère alors un déplacement temporel discret mais décisif. Le récit quitte la tension immédiate du choix pour explorer les conséquences de ce choix. Les trajectoires qui s'étaient séparées dans un moment de lucidité douloureuse ont désormais trouvé leur accomplissement. Mia est devenue une actrice reconnue. Le film ne montre pas directement le moment de sa réussite, ni les étapes précises qui ont conduit à cette reconnaissance.
Ce silence narratif possède une fonction importante. Il suggère que le rêve s'est réalisé, mais que cette réalisation appartient désormais à une autre temporalité. Ce qui intéresse le film n'est pas la réussite elle-même, mais ce qu'elle révèle une fois qu'elle est devenue réalité. Sébastien, de son côté, a finalement ouvert son club de jazz. Le lieu correspond exactement à la vision qu'il portait depuis le début. Un espace intime dédié à la musique qu'il aime, où les musiciens peuvent jouer librement et où le jazz retrouve sa dimension vivante. Le club porte un nom simple chargé d'une signification personnelle, Sebs. Les deux personnages ont donc atteint l'objectif qui donnait sens à leur persévérance. Le film montre ainsi que les rêves qui les animaient n'étaient pas des illusions naïves. Leur obstination n'était pas vaine. La réussite existe réellement dans cet univers. Mais cette réussite se déploie dans des vies désormais séparées. La scène de leur retrouvaille survient presque par hasard. Une soirée ordinaire. Mia et son mari circulent dans Los Angeles lorsqu'ils décident d'entrer dans un club de jazz. Mia ignore encore que ce club appartient à Sébastien. Lorsqu'elle franchit la porte, la musique, qui résonne dans la salle, agit alors comme un signe décisif. Quelque chose du passé est sur le point de ressurgir. Le moment où leurs regards se croisent possède une intensité particulière, précisément parce qu'il ne donne lieu à aucune explication. Aucun dialogue n'est nécessaire. Le film choisit de laisser le silence exprimer ce que les mots ne pourraient que simplifier. Dans ce regard se condense toute l'histoire qui les relie encore. Il ne s'agit pas d'un regret violent, ni d'un désir de retour impossible. Ce regard contient plutôt la reconnaissance mutuelle d'un moment partagé qui appartient désormais au passé. C'est alors que le film introduit la séquence la plus célèbre et la plus énigmatique de son récit, la longue rêverie musicale qui réinvente l'histoire de Mia et Sébastien. Lorsque Sébastien commence à jouer du piano, la musique agit comme un déclencheur imaginaire. Le film quitte la temporalité réaliste pour entrer dans une sorte de variation narrative où les événements passés sont rejoués sous une forme alternative. Les scènes que le spectateur a déjà vues se recomposent différemment. Les rencontres manquées deviennent des rencontres réussies. Les moments de tension disparaissent. Les décisions qui avaient conduit à la séparation sont transformées. Dans cette vision imaginaire de leur histoire, Mia et Sébastien restent ensemble. Les opportunités professionnelles ne les éloignent pas. Le rêve artistique et la relation amoureuse se développent simultanément, sans se contredire. Le film propose alors une utopie narrative, la possibilité d'un monde où l'accomplissement personnel et l'amour ne seraient plus en tension. Cette séquence possède une dimension profondément mélancolique. Elle ne se contente pas de montrer ce qui aurait pu arriver, elle révèle la nature du désir humain face aux bifurcations de l'existence. Chaque vie contient des trajectoires possibles qui n'ont pas été choisies. Ces trajectoires continuent d'exister dans l'imagination comme des versions alternatives de ce que nous aurions pu devenir. La musique qui accompagne cette séquence agit comme une forme de méditation sur ces possibles perdus. Elle ne possède pas la tonalité tragique d'un regret violent. Elle ressemble plutôt à une rêverie douce, presque contemplative, où le passé est revisité sans être entièrement réécrit. Mais cette rêverie ne peut pas durer. Lorsque la musique s'arrête, le film revient à la réalité du club de jazz. Mia est assise dans la salle, Sébastien au piano. Le temps a poursuivi son mouvement, et les choix qui ont été faits ne peuvent plus être modifiés. La force de cette scène finale réside dans la manière dont elle évite toute résolution dramatique excessive. Les deux personnages ne tentent pas de renouer leur relation. Ils ne cherchent pas à corriger le passé. Ils échangent simplement un sourire. Ce sourire possède une signification complexe. Il ne correspond ni à un regret amer, ni à une satisfaction triomphante. Il exprime plutôt une forme de reconnaissance silencieuse, celle d'un amour qui a existé et qui a joué un rôle décisif dans la construction de leur vie respective. Ce que Mia et Sébastien reconnaissent dans cet instant, c'est que leur relation a contribué à leur devenir. Sans le soutien qu'ils se sont apportés mutuellement, leurs rêves n'auraient peut-être jamais trouvé leur réalisation.
L'amour qu'ils ont partagé n'a pas survécu sous la forme d'une relation durable, mais il a laissé une empreinte profonde dans leur trajectoire personnelle. La Lalande propose ainsi une vision singulière de la mémoire affective. L'amour ne disparaît pas simplement lorsque les relations se terminent, il se transforme en une part de l'histoire individuelle. Il devient un moment fondateur qui continue d'habiter la conscience, non pas comme une blessure ouverte, mais comme une expérience qui a contribué à la formation de l'identité. La dernière image du film capture précisément cette idée. Mia quitte le club avec son mari. Avant de partir, elle se retourne vers Sébastien. Le regard qu'ils échangent contient à la fois la gratitude et la distance. Ils savent que leurs vies ont pris des directions différentes, mais ils savent aussi que leur rencontre a constitué un moment irremplaçable. Ainsi, la séquence finale ne représente pas simplement la conclusion d'une histoire d'amour. Elle offre une réflexion plus large sur la manière dont les choix façonnent une existence. Chaque décision ouvre certaines possibilités tout en fermant d'autres. Les chemins non empruntés continuent d'exister dans la mémoire comme des fragments d'une vie imaginaire. La La Land ne présente pas cette situation comme une injustice tragique. Le film suggère plutôt que la beauté de l'existence réside précisément dans cette tension entre les possibles et les décisions. L'amour entre Mia et Sébastien appartient désormais à une autre version du monde, une version qui aurait pu exister mais qui n'a pas été choisie. Et c'est peut-être pour cette raison que la musique qui clôt leur histoire possède une tonalité si particulière. Elle ne ressemble pas à une lamentation, elle évoque plutôt une forme de gratitude mélancolique, la reconnaissance silencieuse d'un moment où deux trajectoires se sont rencontrées, se sont soutenues, puis se sont séparées pour permettre à chacun de devenir pleinement lui-même. Au terme de La La Land, ce qui demeure n'est ni la victoire d'une histoire d'amour, ni la simple mélancolie d'une séparation. Le film laisse plutôt le spectateur face à une question plus profonde, presque philosophique. Que signifie réussir sa vie lorsque cette réussite implique nécessairement des renoncements? Le parcours de Mia et Sébastien montre que leurs rêves ne relevaient pas d'une illusion naïve. Leur persévérance, leur obstination face au refus, leurs sacrifices répétés trouvent finalement leur justification dans l'accomplissement auquel ils parviennent. Mia devient l'actrice qu'elle espérait être. Sébastien ouvre enfin le club de jazz qu'il imaginait depuis le début. Leur fidélité à leur vocation a produit un résultat réel. Et pourtant, cet accomplissement n'est pas dépourvu d'ambiguïté. Il porte en lui la trace de ce qui a été abandonné pour y parvenir. Dans de nombreux récits romantiques, la réussite personnelle et l'amour sont présentés comme deux forces destinées à se rejoindre. Le récit conduit progressivement les personnages vers un équilibre final, où le bonheur sentimental et l'épanouissement individuel coexistent harmonieusement. La La Land choisit une voie beaucoup plus nuancée. Le film suggère que certaines formes d'accomplissement exigent une fidélité si exigeante qu'elles peuvent transformer profondément les relations qui les entourent. La La Land met précisément en scène cette logique du choix irréversible. Mia et Sébastien se trouvent à un moment de leur vie où plusieurs futurs sont possibles. Ils pourraient tenter de préserver leur relation en adaptant leurs ambitions respectives. Ils pourraient renoncer partiellement à leurs rêves pour maintenir l'équilibre du couple. Mais chacun comprend progressivement que ce compromis risquerait de produire une forme de renoncement plus profonde. Le rêve artistique qui les anime ne constitue pas un simple projet professionnel. Il représente une dimension essentielle de leur identité. L'abandonner signifierait renoncer à une part fondamentale d'eux-mêmes. Ainsi, la séparation qui se produit entre eux ne correspond pas à un échec moral ou affectif. Elle apparaît plutôt comme la conséquence d'une fidélité à ce qui donne sens à leur existence. Le film ne présente pas cette situation comme une tragédie destructrice. Au contraire, il montre que cette fidélité permet aux deux personnages de devenir ce qu'ils aspiraient à être. Mais cette réussite n'efface pas la mémoire de ce qui a été partagé. Le regard qu'ils échangent dans la scène finale exprime précisément cette conscience. Mia et Sébastien reconnaissent que leur relation a joué un rôle décisif dans leur parcours. Ils se sont soutenus à un moment où leurs rêves semblaient fragiles. Ils ont trouvé l'un dans l'autre la confirmation que leur désir n'était pas absurde.
Sans cette reconnaissance mutuelle, leur trajectoire aurait peut-être pris une autre direction. L'amour qu'ils ont vécu n'a donc pas disparu sans laisser de traces. Il s'est transformé en une dimension constitutive de leur histoire personnelle. Il appartient désormais à ce que l'on pourrait appeler la mémoire du devenir, ces moments de la vie où une rencontre a modifié la perception que l'on avait de soi-même. C'est peut-être pour cette raison que la tonalité finale du film n'est ni tragique ni nostalgique au sens strict. Elle possède plutôt une qualité particulière, une forme de mélancolie lumineuse. Cette mélancolie ne naît pas d'un regret amer, mais de la conscience que certaines expériences appartiennent à un moment utopique qui ne peut être répété. La musique qui accompagne les dernières images du film traduit cette ambivalence. Elle reprend les motifs mélodiques qui ont accompagné l'histoire de Mia et Sébastien, mais elle les transforme légèrement, comme si la mélodie originale subsistait tout en étant désormais traversée par une distance temporelle. Ce que le film nous invite à comprendre au fond, c'est que l'amour ne se mesure pas uniquement à sa durée. Certaines relations jouent un rôle décisif précisément parce qu'elles apparaissent à un moment où deux existences sont encore en train de se construire. Elles offrent un espace de reconnaissance et de soutien qui permet à chacun d'affirmer plus clairement sa propre trajectoire. Lorsque ces trajectoires se différencient, la relation ne disparaît pas entièrement. Elle continue d'exister sous une autre forme, celle d'une mémoire partagée. La La Land propose ainsi une vision profondément humaine de la condition des rêves. Poursuivre une vocation exige souvent une forme de solitude. Chacun doit finalement assumer les décisions qui orientent sa vie. Mais cette solitude n'exclut pas les rencontres qui jalonnent le parcours. Mia et Sébastien se sont rencontrés à un moment où leurs rêves avaient besoin d'être reconnus. Ils ont partagé une période où leurs trajectoires semblaient pouvoir s'accorder. Puis leurs chemins se sont séparés. Le film ne présente pas cette séparation comme une défaite de l'amour, il la montre plutôt comme l'une des formes possibles de son évolution. Car il existe des histoires d'amour qui ne sont pas destinées à durer toute une vie. Certaines existent pour permettre à deux individus de devenir pleinement eux-mêmes. Et lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, des années plus tard, il ne reste ni colère ni regret. Il reste simplement la conscience d'un moment partagé, d'une mélodie commune qui accompagnait une étape décisive de leur existence. Une mélodie qui continue de résonner, non pas comme un souvenir douloureux, mais comme la trace d'un instant où deux rêves se sont rencontrés avant de suivre chacun leur propre horizon.